Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui résume et analyse l'actualité de la WWE. Et ce soir, nous allons revoir un épisode de Monday Night Raw. Je suis Giscal et pour m'accompagner, nous avons l'inarrêtable, l'inénarrable, l'inusable, l'infatigable en ce moment, Chris. Bienvenue Yeah! Chris. Salut Giscal, salut peuple de Ketchup. Bienvenue à Monday Night Raw. Eh oui, c'est Ouais, Monday Night Raw. Alors, c'est l'épisode, ça y est, le shake-up est passé. En tout cas, il reste peut-être quelques secousses, quelques frémissements du shake-up. Mais en tout cas, voilà, les épisodes du shake-up sont passés la semaine dernière. Les épisodes du shake-up nous ont donné la banane, hein. Je vous ai écouté la semaine dernière. La saison numéro 36, comme vous l'avez fort bien appelé, fort à propos, commence sous les meilleurs auspices, hein, à nous entendre. Est-ce que la WWE a transformé l'essai, tout du moins pour cette semaine? On va voir ça tous les deux avec cet épisode du 22 avril 2019 qui se déroulait, je ne sais plus où est-ce qu'il se déroulait. Dans l'Iowa, non? C'était pas ça? dans l'Iowa, ouais, dans l'Iowa, Oui. sur les terres de Seth Rollins. Bah oui, voilà, c'est ça, parce que justement, c'est le héros de l'étape, c'est pour ça que ça me revient d'un coup. C'est le héros de l'étape qui va ouvrir le bal cette semaine avec Triple H. Donc Triple H qui fait son entrée tout de suite, suivi de Seth Rollins. Et ils sont là, alors ils se saluent, ils se serrent la main, ils se prennent dans les bras. On sait que Triple H, hein, malgré leur passé tumultueux, est évidemment un très grand admirateur et un mentor un peu pour Seth Rollins, hein. Donc on sent l'émotion entre les deux hommes Triple H qui congratule Seth Rollins d'être passé du stade de Kingslayer à Beast Slayer à WrestleMania. Donc il le félicite évidemment. Seth Rollins qui hype un peu la foule, hein, qui dit ça y est, j'ai ramené le titre à la maison. Donc voilà, c'est une nouvelle petite promo d'auto-congratulation, de fête pour le public d'avoir ramené cette ceinture des hanches Oni de Brock Lesnar à Monday Night Raw. Et sauf que voilà, maintenant, on se tape un peu dans le dos, mais l'heure n'est plus à la fête. Il faut se concentrer déjà sur Money in the Bank parce que Money in the Bank, ça arrive déjà dans 3 semaines. 9 mai. Le 19 mai, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis il va falloir trouver un challenger. Et Triple H, pour trouver un challenger, il a la solution dans la plus pure tradition NXT, hein. On va à la Papa H, hein, on va mettre en place une sorte de mini tournoi en tout cas de match de qualif, hein. Ça faisait longtemps, moi je trouve, ça fait du bien. Retour des matchs de qualif puisque nous allons avoir ce soir 2 triple threats, 2 triple frites pour déterminer chacun un vainqueur qui s'affronteront en main event de l'émission et le vainqueur final, bien évidemment, il ratifie Seth Rollins à Money in the Bank. Donc d'un côté, nous aurons un triple threat made in SmackDown, hein, parce que c'est AJ Styles, Rey Mysterio et Samoa Joe d'un côté qui vont s'affronter dans un match qui promet. Et dans l'autre match de la soirée, on aura le Miz avec Drew McIntyre et Baron Corbin. Donc le Miz qui aura la lourde tâche de se fader les deux colosses de Monday Night Raw. Et c'est intéressant de voir que voilà, sur les 6, il y en a 4 qui sont des nouveaux transfuges. Donc on voit déjà ce vent de fraîcheur qui souffle un peu sur SmackDown forcément. Et cette promo ne pouvait pas, alors malheureusement, on ne sait pas, tu me diras ce que tu en penses, mais se terminer sur l'éternel format de porte de saloon, puisque un par un, les 6 susnommés vont venir, alors chacun avec leur petite punchline, micro à la main, venir chercher des noises aux champions jusqu'à ce que les 8 hommes soient dans le ring. Et puis voilà, donc ils ont tous un petit peu expliqué pourquoi ça allait être eux les futurs champions. Seth Rollins ne s'est pas dégonflé, il dit que de toute façon, peu importe qui gagne, à Money in the Bank, il va burn it down, il lâche le micro et il le laisse tout ce beau monde commencer la foire d'empoigne. Donc voilà l'intro de Monday Night Raw qui donne voilà, un coup d'envoi à cette première défense de titre pour Seth Rollins. Voilà, c'est ça. Écoute, c'est toujours cool quand le régional de l'étape ouvre le show, et là en l'occurrence le régional de l'étape c'est juste le champion universel de la WWE. Donc on a 7 sur les terres de l'Iowa. La semaine dernière on avait eu Zayn et Kevin qui étaient à Montréal. Là on attaque la semaine
avec Seth Rollins dans l'Iowa. Donc écoute, c'était plutôt bon, hein, ça envoyait d'entrée. Voilà, petite interaction avec Triple H. Et puis derrière, bah, y a la queue qui se forme, hein, c'est un peu ça qui se Et passe. oui, hein. Quand même Mhm. 6 à débarquer, quoi. Ils sont pas 2 ou 3, tu vois, ils sont 6 carrément, quoi. Dont le champion US quand même, hein, qui se dit, bah tiens, si je peux croquer de la ceinture. Le Joe, il est toujours dispo. Ouais. Et donc ça lance Raw de manière plutôt sympa, quoi. D'entrée, le décor est planté. On va avoir 2 triple threats avec quand même relativement du lourd dans le ring, quoi. Ouais. On nous Euh, book une belle structure d'émission déjà. ouais, ça lance bien ce Raw de cette semaine. Et bah voilà, donc oui, en effet, segment efficace, nouveau départ. Tout de suite, on nous book 3 matchs d'entrée de jeu. Forcément, ça fait plaisir. Et on va commencer finalement direct, hein. Il y en a 3 qui restent dans le ring. C'est AJ Styles, Rey Mysterio et Samoa Joe. Pour ce premier triple threat. Triple threat, ma foi, écoute, alors on va pas rentrer dans le play-by-play, mais déjà, évidemment, beaucoup de callbacks, hein, de Samoa Joe et AJ Styles qui se connaissent par cœur, donc pas mal de rappels à leur match. Rey Mysterio qui tourne autour, qui un petit moucheron luchador là, qui place des ranas et des 619 quand il peut en caler. Match très très animé, avec toujours Samoa Joe qui essaye d'étrangler tout le monde dans son style caractéristique. Et ça va se terminer sur une victoire de l'ancien patron du show bleu qui aimerait bien devenir le patron du show rouge, puisque c'est AJ Styles qui va finalement faire un Styles Clash sur Rey Mysterio en l'écrasant sur Samoa Joe qui était déjà au sol. Après, il me semble, un 619 de Rey Mysterio. Enfin, l'enchaînement final m'est un petit peu vague là, à l'instant où nous parlons, mais AJ Styles, donc voilà, qui l'emporte sur un match très très sympa, comme attendu. Est-ce que tu as des moments marquants de ce match qui t'ont plu? Ouais, ouais, c'était un bon match, quoi. Ah oui, oui, très très bon Truc match. de menace, quoi, là. Franchement, avec trois bons gars, là. Ouh là là, moi j'ai bien aimé avec le Ray Ray, qui j'ai une affection particulière, mais et sur la fin, le match était assez bon. Je pense qu'ils ont eu bien 10 bonnes minutes, hein, et effectivement, ils portent un 619, mais la fin, c'est Styles qui frappe le splash après le 619 et qui met une Ah oui, ouais, c'est ça. power bomb à Ray Ray, quoi. Et après, il lui enchaîne le Styles Clash, donc un Styles Clash quand même assez original, quoi, en atterrissant sur le beat du, Ah oui, du Joe, de Samoa Joe qui prend du coup le double qui poids. prend Ouais. le double poids et qui prend le tombé, quoi, hein, au final. Voilà, Et quoi. oui. Il se fait épiner par le AJ Styles. Et il ressort amoché en plus, le Joe du combat, quoi. Il ressort avec le nez un peu sanguignolant. Il est pas content, et donc ça y est. Ce qui est bien, si tu veux, c'est dans ce match-là, c'est aussi que ça installe ces trois gars-là. C'est vrai que c'est un match très made in SmackDown, mais ça installe ces Et gars-là oui. hein, directement, hein, directement, ça les installe. Donc ça, moi, je trouve ça bien intéressant. Et du coup, ça a commencé avec un bon match. Alors après, le vainqueur, écoute, ils ont choisi AJ Styles, donc. Donc ça, je pense que là, il y a toujours grosse confiance en lui. C'était difficile de mettre Joe. Ray, il arrive, qu'il est encore au niveau actuel pour être dans le main event. Je suis pas très très sûr. Et donc AJ Styles paraît un choix victorieux Oui. assez logique. Ouais, assez logique, je suis d'accord. Samoa Joe a déjà sa ceinture pour s'amuser. D'ailleurs, c'est vrai, dans le segment d'intro, il avait fait une petite punchline assez sympa. Il avait piqué une corde à l'arc de Becky Lynch, hein. Il avait dit, si Becky Lynch a 2 ceintures, bah moi, il me reste une épaule de libre. Donc moi aussi, je suis chaud pour avoir 2 ceintures. Bon, évidemment, ça semblait un petit peu délicat. Et puis, Rey Mysterio est dans son rôle, hein. Rey Mysterio reste avant tout là pour mettre over les autres. Et on le voit mal, c'est vrai, avoir en tout cas un run long terme dans le main event, donc ça semble assez logique. Puis c'est vrai qu'il y a toujours cette animosité entre Rey Mysterio et Samoa Joe qui était déjà à SmackDown et qui s'est un peu poursuivi dans le match, hein. Il y a eu pas mal de rappels de contre entre les deux hommes qui fait que peut-être que ça se trouve, ils continueront à se chercher des noix sur la ceinture US, mais donc AJ Styles semblait le vainqueur logique de cet affrontement. Et ben on va passer directement. Alors, on va faire micro-ellipse, hein, parce que le deuxième triple threat a suivi quasiment après. Mais on va enchaîner tout de suite dessus. Puisque c'était donc le Miz, Drew McIntyre et Baron Corbin. Donc là, un style complètement différent, hein, parce que c'est vrai qu'on avait du coup 3 catcheurs
un mix d'athlétisme et de rapidité, de technique made in SmackDown dans le premier. Là, voilà, là on a deux molosses et le Miz en babyface dans ce match. Et bah écoute, justement, c'est un peu, moi c'était un peu ça la belle surprise de ce match me concernant, c'est la prestation du Miz qui avait la lourde tâche d'animer, on va dire, de faire animer le public en tant que babyface. Il s'en est très bien sorti avec une prestation assez aérienne, assez dynamique du Miz qui endosse pleinement ce costume de babyface là depuis quelques semaines. Le public était à fond d'ailleurs, il y avait une pop assez dingue pour le Miz, j'ai trouvé sur ce match. Baron Corbin, écoute, toujours relativement à l'aise dans les exercices de triple threat qui permettent de masquer ses faiblesses indéniables, hein, même si j'aime beaucoup le Baron. La lenteur et les temps morts, forcément, sont moins visibles. Et Drew McIntyre qui a rivalisé de puissance pendant tout le match avec évidemment toujours son Alabama Slam, son Glasgow Kiss, les Claymore, et tout y passe. Et finalement, alors que Drew McIntyre semblait prendre un avantage indéniable avec sa puissance, puisqu'il arrive à placer son Claymore Kick sur le Miz, et bien là, Baron Corbin arrive en filou, pousse Drew McIntyre hors du ring et vole le tombé. Victoire de Baron Corbin qui reste donc plus que jamais bien ancré dans le haut de la fiche à Raw et qui chope une sacrée victoire ici. Qu'est-ce que tu as pensé de tout Bah écoute, j'ai été surpris du vainqueur et ça? surtout parce que surpris dans le sens où moi j'espérais vraiment une victoire de Drew McIntyre. Aïe. J'avais envie de voir en main event un AJ Styles versus McIntyre, donc malheureusement ça n'a pas été le cas. Après le Miz, c'est marrant, hein, le Miz face, c'est toujours difficile à, à l'appréhender parfois, quoi. J'ai un peu de mal encore des fois. Je les mets tellement en heel que l'avoir en face c'est un peu difficile. Oui. Pour Mais le est-ce coup, que tu trouves pas qu'il s'en sort pas mal? ouais, non mais si, il est plutôt bon, hein. Et puis quand tu vois comment la foule de l'Iowa l'a reçu justement lundi soir, là, c'était quelque chose, quoi. C'était tellement quelque chose que ça faisait presque penser qu'il allait peut-être le gagner ce match. Eh ouais, Et ouais, le public a mis le doute, hein, finalement, quoi. Moi, il y a eu un moment où je me suis demandé si le Miz, il allait pas le gagner le match, quoi. Quand il tente le skull crushing, quoi, tout à fait. sur Ouais, Corbin, ouais, c'est sur sur Corbin qu'il Corbin. tente le Ouais, ouais. skull. C'est bloqué et que Corbin part en bas du ring, il revient, il a fait son truc là. Et c'est là où Drew, le temps que Corbin descend, en fait, Drew vient placer le Claymore. Le Ouais, Claymore, c'est l'un des finishers les plus sacré finisher, hein. absolus à la WWE en ce moment, quoi. Et d'ailleurs tellement absolu qu'ils peuvent se permettre qu'ils placent un Claymore et que derrière, ils tentent de se faire jeter, que Corbin revienne et pin le Miz, tu vois. Donc ça prouve à quel point il est dévastateur, ce Claymore. Yeah. Et donc finalement, encore un bon match, quoi, hein, j'ai envie de dire, deuxième triple menace, deuxième bon match dans un style différent, quoi, comme tu l'as dit, avec il y a deux colosses là, donc tout de suite ça emmène un rythme un peu différent au combat. Et là, t'as pas un Rey Mysterio pour envoyer du turnbuckle, mais ou de la troisième corde, mais clairement un match solide, quoi. Encore, ils ont eu à peu près le même temps, je crois, hein, j'ai regardé, Ouais, ouais, sensiblement un gros quart d'heure. Ouais, ouais. Ouais, carrément un gros quart d'heure là, Ouais, ouais. les deux triples menaces ont eu chacun un gros quart d'heure. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Ah ouais, bien, hein, c'est bien ce qui me semblait, hein, de toute façon, que c'était des matchs longs et travaillés, quoi. Donc, bah écoute, encore une bonne chose. Du coup, un main event surprenant avec l'arrivée de Baron Corbin dedans. Donc, à ce moment-là, on se dit, bon, bah, à voir, quoi, à voir. Ah oui. Écoute, Bah, écoute, Baron Corbin, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est vrai que pour se faire détester, il sait faire le job et du coup, ça peut avoir du sens de l'envoyer. Si le plan, comme on va le voir, c'est de vouloir proposer AJ Styles vainqueur de tout ce petit mini tournoi, c'est vrai que de lui donner Baron Corbin à manger semble peut-être mieux que d'envoyer Drew McIntyre qui de toute manière rebondira facilement. pour préserver McIntyre, c'est pas si Ouais. mal que ça, de toute façon. Et puis, McIntyre, pour moi, c'est un gros favori au Money in the Bank match, quoi. Ouais, S'il est ouais, dedans, c'est vrai, j'espère c'est qu'il vrai. va être dedans. Et franchement, j'espère qu'il sera dedans. Oh, il Et y a des chances. s'il est dans le MITB match, il fera partie pour moi des gros favoris du top 3 des favoris à la mallette.
Ouais. Drew McIntyre en 2019, il va falloir le suivre, c'est certain. Un autre homme qui va peut-être, il va falloir suivre, en tout cas si on peut, parce que lui, il veut pas qu'on le suive, ça c'est sûr. C'est Sami Zayn, qui était encore là cette semaine pour nous faire la leçon. Alors voilà, maintenant, fini les feintes, hein, il rentre sur sa musique d'entrée, il en fait des caisses, mais maintenant ça devient tellement exagéré qu'on a compris qu'il se moquait de nous. Donc il fait toujours sa petite entrée ska là, à exagérer ses pas et à se désarticuler. Donc voilà, et il arrive dans le ring, il prend le micro et puis il commence à nous expliquer que il est heureux, c'est pas compliqué. Sami Zayn, il est heureux. Il a même jamais été aussi heureux pendant qu'il était finalement en convalescence pendant les 10 mois d'absence. Il nous explique ça, il nous dit il avait aucune hâte de retrouver les fans amers, les fans tristes, les fans énervés de la WWE. À 10 mois à l'écart, à l'étranger, il était zen. Il nous montre des photos de vacances. Alors voilà, il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui vous montre toutes ces photos de vacances sans vous laisser en placer une, en vous disant bah là c'était super, ça c'est moi là, ça c'est moi là, ça c'est moi là. Ça c'est toujours très agaçant quand on, quand on reste chez soi. Donc il l'a bien compris, alors il nous dit, bah voilà, alors ça c'est moi en Norvège, ça c'est moi en Suède, ça c'est moi en Écosse. Alors, il a bien profité du tour européen, manifestement, Sami Zayn. Et il a toujours la banane sur toutes ses photos, et voilà, il nous dit, bah ouais, en fait, je voulais pas revenir, j'étais heureux à l'écart, loin de vous, loin de la dépression, loin de l'anxiété ambiante qu'il y a dans le WWE Universe. Parce que bah voilà, vous les fans, vous êtes toujours à critiquer, à changer votre fusil d'épaule quand ça vous arrange, à jamais vous tenir responsable de vos actions. Et donc bah ça, il accepte pas, Sami Zayn. Et puis bah du coup, il finit sa promo avec ce qui devient sa nouvelle punchline, hein. Il dit bah écoute, il suggère au public, lui aussi, de partir en voyage, de partir faire un petit trip, sauf qu'il leur suggère de partir faire un petit trip en enfer, hein. C'est See you in hell, go to hell, guys. C'est son nouveau truc, donc voilà, il lâche le micro sous les huées et il s'en va comme il est reparti en dansant. Ce nouveau Sami Zayn, exercice périlleux, mais exercice réussi pour l'instant, hein. Les réactions sont là. C'était pas facile, il était tellement apprécié et attendu, hein, pour son retour, que de faire une telle volte-face, c'était compliqué, mais il a le talent au micro, pour le moment en tout cas, pour le tenir, ce personnage. Est-ce que tu aimes bien, toi? Ouais, il en fait vraiment des caisses et des Ah, caisses il et en des fait beaucoup, caisses, hein. hein. Il en Ouais. fait beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, en particulier pendant tout le moment de l'entrée et tout ça, là, il en fait Ouais. vraiment. Mais si tu veux, Ah, bah, il se comme moque de son ancien lui, quoi. Enfin, ouais, ouais. Mais comme le public accroche et en fait pop à mort au moment de son entrée avec C'est sa ça, musique, il le joue, ouais. et après passe directement sur les huées, et les huées n'ont fait que redoubler au fur et à mesure de la promo, hein. Donc franchement, il a fait le taf, quoi. Moi, il y a un moment qui m'a fait marrer dans la promo, c'est qu'il dit, quand il sent il va être, que le retour arrive, quoi, qu'il va devoir retourner dans les rings, etc. Il dit qu'il sent que la dépression arrive aussi, Oui, et c'est la WWE qui le rend malade, quoi, tu vois, quoi, carrément. ouais, c'est assez rigolo comme discours. Il s'attaque à la direction de l'entreprise, là, il s'attaque aux ressources humaines, là, tu vois. Et puis bon, après, finalement, il change son fusil d'épaule et il dit que non, non, c'est pas à cause de la direction de l'entreprise, c'est le vrai problème, c'est chaque membre du public, quoi. Et puis bah là, ça y est, c'est reparti, le public le boue au maximum, donc il gagne sur toute la ligne, quoi. Donc non, non, il est bon au micro, hein, Zayn. De toute façon, les deux Canadiens, hein, Zayn et Owens au micro, ça fait partie des deux meilleurs mix skills de la WWE à l'heure actuelle, hein. Je pense qu'il y a pas, ils sont capables de tenir comme ça une foule. Tu te rends compte, ils viennent, ils catchent même pas, quoi. Il vient juste pour faire une promo micro, Ouais, juste pour se faire huer. juste pour se faire huer. Ouais. Et il tient le micro pendant tout ce temps-là, quoi. Donc bon, bah là, ça c'est du boulot propre, quoi. Il y a Kevin Owens, il y a Sami Zayn, et puis il y a qui tient ça comme ça, qui tient le public comme ça dans la paume de sa main, quoi. Ah, ils sont très très forts, hein. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Moi, je suis bluffé, franchement, hein, par ce qu'il a réussi à faire. Alors, moi, on l'avait dit la semaine précédente au Canada, à Montréal, le public est, le public est joueur à Montréal, le public est bonne patte et mort un peu à pleines dents dans le kayfabe, même si c'est un héros local. Ils ont joué le jeu, ils se sont dit, allez, il joue le heel, on va le huer, ça nous fait plaisir et tout, parce qu'il le fait bien.
Mais sauf qu'on voit qu'en fait, bah, finalement, même aux États-Unis, hein, même face à une foule peut-être un peu plus lambda, bah voilà, il réussit parfaitement son exercice, malgré le fait que ce soit babyface naturel, Sami Zayn, et que tout le monde l'attendait, que son retour était très, très, très attendu. Et ben, il arrive et il retourne tout le monde facilement presque, hein. C'est un peu le sentiment que c'est l'impression qu'il dégage, c'est que c'est sans forcer, avec son micro, tranquillou, bah, il nous retourne tout le monde et puis bah, tout le monde l'a eu, job réussi. Et ça, c'est fort quand même. C'est vrai que c'est assez fort. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à lui trouver un programme, hein, parce que c'est bien beau, hein, ces promos, mais il On a pourra pas compris non plus les faire toutes les semaines, hein, donc ouais. On a compris, ça y est, il a turné heel, il y a c'est pas de ça, problème. Maintenant, il voilà, va falloir le lancer sur de la compétition. exactement. Allez, on va faire un petit tour dans la mid-card de Raw, la vaste mid-card, le remplissage, hein. Et cette semaine, bah, il y a eu pas mal de choses et il y a eu des choses assez surprenantes, puisque nous avons eu, juste après le passage de Sami Zayn, un match entre Cédric Alexander, donc l'ancien pensionnaire de 205, qui avait été annoncé la semaine dernière comme arrivant à toute berzingue à Raw, et un adversaire plus surprenant, lui, pour le coup, puisque c'était Cesaro. Cesaro qui, déjà la semaine dernière, avait fait un petit passage solo à SmackDown, puisque abandonné par Sheamus. Alors, je ne connais pas l'actualité de Sheamus en ce moment. Est-ce qu'il est blessé? J'espère pas, je ne sais pas. Si c'est ça. Euh, et il est blessé. Et je crois d'ailleurs la semaine dernière que vous aviez mentionné, est-ce que c'était vous, je sais plus, que Cesaro catchait avec un slibard Oui, perso. oui, 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 oui. Bah, du coup, j'ai été attentif à ça cette semaine et manifestement, bah, c'était peut-être qu'il avait oublié son slip the bar la semaine dernière chez lui parce que là, cette semaine, il l'avait, le slip the bar. Alors, Il euh, avait remis le slip de bain, ouais. Ouais, ouais, il c'est l'avait récupéré. ouais, ouais, il l'avait récup. Mais bon, toujours est-il que bah, donc Cesaro est à Raw, en solo, manifestement. Mais bon, il a quand même le slip de bar et la gimmick the bar le protège dans the bar. Mais bon, on verra ce que l'avenir lui réserve. En tout cas, on a un petit match entre Cédric Alexander et Cesaro. Match super athlétique, hein, forcément, on peut s'y attendre entre les deux hommes, hein, qui sont très très impressionnants entre les cordes. Prouesse de force, hein, des gut wrench, souplesse de Cesaro. Toujours des projections très très impressionnantes. Cédric Alexander qui vole, qui virevolte à tous les coins du ring. On a un Michinoku driver de Cédric Alexander qui est absolument superbe. Bon, bref, un match que n'aurait pas renié 205, hein. Et une victoire du vétéran, du plus installé, Cesaro, dans un match bien compétitif, qui m'a plutôt bien plu en mid-card, qui m'a donné envie d'en voir plus des deux hommes en solo à Raw. Donc j'ai trouvé que c'était un petit match de mid-card assez efficace, voilà, sans programme. Ouais, ouais, c'était rapide. C'était un match Oui, rapide quand même. Ça a 6 été assez. minutes, ouais. Ouais, 6 minutes, ouais, tu vois. Ouais, donc, ouais. Bon, mais ça va, ils ont bien envoyé. Ça quand même. Voilà, donc l'arrivée officielle de l'ancien champion cruiserweight, qui est un face souriant et qui restera face souriant, je pense. Oui, je pense. Il perd pour son premier combat à Raw, ça c'est pas forcément super sympa de la part des bookers. Non. Ouais, mais c'est le genre de défaite un peu compétitif face à un vieux de la vieille qui me choque pas trop. Tu vois, c'est comme quand Mustafa Ali perd des matchs en ayant tout donné. Oui, oui, il affronte un C'est, vétéran, il est voilà, ouais. puis un gars vraiment installé dans le roster, voilà, donc bon là, il y a pas de, c'est pas, si tu veux, c'est pas dramatique pour la Non. suite de sa carrière à Raw d'avoir perdu son premier match face à Cesaro. On aurait aimé voir Cesaro d'ailleurs gagner plus de matchs que ça. Oui. Par Si contre, tu veux. c'est sûr que ça envoie un petit signal. Il faut se dire, pour les fans de Cédric Alexander, qu'à très court terme, là, maintenant, là, dans les prochaines semaines, il y a probablement rien de prévu de bien fou pour lui. Mais bon, voilà. Non, il va être dans la mid card, Oui. et puis il va bosser et puis voilà, non, c'est assez logique quoi. Pour un cruiserweight, je pense que c'est plus difficile l'intégration dans le main roster que pour un type qui arrive de NXT, tu vois, qui est sur un gabarit qui est pas forcément un cruiserweight, donc qui est pas forcément assimilé à un cruiserweight. Donc pour les cruiserweights, c'est pas facile. Il faut faire sa place d'entrée en arrivant et que ça soit pour tous, hein, c'est un peu compliqué quoi. Donc on va voir aussi ce que va donner Buddy Murphy de l'autre côté à SmackDown. Et Ouais, ouais, ouais. Beaucoup d'espoir. Enfin, beaucoup d'attentes, hein, sur Buddy Murphy aussi. après, ce qui est bien pour Toto 5, c'est quand même justement c'était pour les catcheurs, je trouve que c'est un bon signe qu'on leur donne quand on leur dit bah voilà, t'es à 205, mais
si tu bosses bien à 205, il y a possibilité d'intégrer Raw ou Ouais. SmackDown. C'est pas une prison. Ouais. Un bon signal envoyé aux catcheurs, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Regarde, on a bien le biggest, comment il l'appelle, le biggest small man, Rey Mysterio, encore moins qu'un Et oui. cruiserweight, lui, et il a fait toute sa carrière comme ça. Hein, donc, Mm. ces gars-là, on verra, on en reparlera dans quelques temps. On verra comment ce que ça donnera, ce que ça va donner sur la durée. Yes. Allez, autre match de mid-card. Pareil, hein, bon, pour deux mecs qui. Est-ce qu'ils auront des programmes tout de suite? On ne sait pas. Mais c'était intéressant à regarder cette semaine puisque Ricochet repasse en solo et du coup repasse à sa place, qui est la mid-card, contre un repackaging. Puisque Robert Roode était de sortie cette semaine. Robert Roode, qui n'est autre que Feu Bobby Roode. Il s'est laissé pousser la moustache, une moustache absolument glorious, qui n'est pas sans rappeler un certain Rick Rude. Et donc Robert Roode, séparé de Chad Gable, Ricochet séparé d'Alistair Black, les deux s'en sont donnés à cœur joie pendant 11 minutes. 11 minutes quand même. Alors un match que j'ai trouvé moi personnellement assez long. J'ai toujours du mal à retrouver le grand Bobby Roode qui me captivait en solo à NXT. Et puis bon écoute, après Ricochet fait le café dans le ring, hein, c'est propre, c'est sûr, mais moi ça reste un style qui me laisse assez de marbre, donc c'est vrai que c'est pas un match forcément qui m'a enflammé. Ce repackaging de Robert Roode ne m'enflamme pas non plus d'ailleurs des masses, je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire. Donc stand-by sur ces deux hommes me concernant. Toi, est-ce que tu as vu plus de choses? Tonton Robert, Tonton Robert. Tonton Robert est parmi nous. Tonton Robert s'est laissé pousser la moustache. Bon, il s'est rasé le reste de la barbe plutôt. Alors, oui, voilà, il s'est plutôt rasé le reste. Il a un petit côté Rick Rude. Ouais, tout à fait. Petit côté Rick Rude. Je me demande s'il n'y a pas un petit hommage derrière tout ça, quoi. Sans Ouais, doute, sans doute. un petit hommage Scott Hall aussi au début de sa carrière, qui était un moustachu flamboyant. Je trouvais ça, finalement, je trouve ça assez marrant. Ça m'a pas. C'est des petits détails comme ça à la con, mais en fait, tu rigoles dessus. Tu te dis, bah, Robert Roode, mais qui est cet homme? Et ouais, le match, moi j'ai trouvé le match, si tu veux, dans les standards d'Euro depuis cet hiver. Au mois de janvier, on aurait eu un match comme ça à Raw, on aurait été vachement content. C'est pas faux. Si tu Là, je pense qu'on est beaucoup plus, enfin en tout cas me concernant, on est peut-être beaucoup plus difficile parce que voilà, du coup, fatalement, ouais, entre ce qui s'est passé entre janvier et début avril, à Raw, ça a été quand même très très dur pour les suiveurs de Raw réguliers. Ouais. Si tu veux, au final, un Ricochet contre Robert Roode, c'était pas mal. Au mois de janvier, j'aurais eu ce match-là, j'aurais dit, ah, pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être Après, je suis d'accord avec qu'ils toi, étaient un peu pénalisés par ce qu'il y avait sur le reste de la carte, parce que c'est vrai qu'au niveau catch masculin, là, le reste de la carte, on a été plutôt bien servi cette semaine. Donc, d'accord avec toi, c'est de la mid-card et tout ça. En plus, Roode, il a été séparé de Gable, on sait pas trop pourquoi, comment, au final, il n'y aura pas eu une explication vraiment franche et non. massive. Shake-up. Ricochet, il Voilà. est séparé d'Alistair Black aussi. Parce que enfin, ça, c'est ce qui va se passer à SmackDown ce soir, hein, d'ailleurs. Hein, mais Alistair Oui. Black, vous aurez noté qu'il n'est pas à Raw. Donc, Et non, c'est fini. Il a été manifestement. Alors, est-ce que c'est officiel ou pas encore? Mais je pense qu'il a été transféré. oui, il est transféré. Mm. Et donc, du coup, on se retrouve avec Robert Roode et Ricochet en individuel, finalement, dans Arrow. Donc, Oui, ils oui. vont faire partie. Tu parlais de la mid-card, on parlait, il y avait Cesaro, il y avait Alexander, tout ça, ça va peut-être tourner autour du titre US. Tout ça. Ouais, il y a une mid-card, sympa qui est pas à laquelle je prédis pas non plus un avenir de fou furieux, mais qui peut donner des combinaisons de matchs assez sympas. Ouais, ouais, en effet. Le titre US est un titre par excellence fait pour la mid-card, donc, Tout à ou fait. de l'up mid-card. Donc, tu vois, parce qu'un Joe peut très bien glisser dans le main event aussi, quoi, assez facile. Absolument. Mm. Donc, du coup, si tu veux, c'est pas si mal que ça pour Raw, qu'il y ait une bonne activité Ouais, au sein de la mid-card individuelle. je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc une mid-card en effervescence et une autre scène qui était en effervescence cette semaine à Raw, c'était la scène tag team. Alors il s'est passé plein de choses et j'ai plutôt bien aimé ce que j'ai vu, moi personnellement. Alors tu vas me donner ton sentiment. Il y a eu tout un tas de choses. Il y a eu
Les Usos qui se sont confrontés au Revival backstage. Alors ça a dû faire frémir quelques moustaches. C'est une belle affiche hein, en perspective potentielle. Les Usos qui étaient interviewés par une des intervieweuses de Raw. Et donc on leur demandait un peu leurs sentiments finalement sur l'impact qu'ils allaient faire à Raw. Et arrive le Revival pour se moquer d'eux. Et dire bah écoutez ici c'est pas le Uso Penitentiary hein, ils sont dans le territoire des top guys. Donc voilà, petit début de friction, les Usos qui ne se sont pas privés pour lâcher une belle promo bien claquée dans leur face. Et on salive, en tout cas pour les amateurs de catch par équipe, on salive probablement d'avance à l'idée d'un match entre les deux équipes. Autre chose, et puis après je te laisserai revenir peut-être un petit peu sur toute la partie tag team. On a eu un match qui n'en était pas un avec notre équipe de Vikings qui a été renommée une deuxième fois en 2 semaines. Les Vikings Experience ne sont plus. Après avoir été victime de nombreux mèmes et moqueries sur Internet, bienvenue les Viking Raiders. Donc on reprend 50% de ce qui avait fonctionné à NXT, mais on garde quand même le Viking. Et ils affrontaient la Lucha House Party. Sauf que eux, par contre, la Lucha House Party, ils en ont fait du menu fretin. Le match n'a même pas commencé. Ils les ont écrabouillés à 2 contre 3 sans problème, sans coup férir. Donc voilà, les Viking Raiders qui continuent après leur victoire de prestige hein, la semaine dernière à se poser comme future grosse menace à Raw pour les champions. Et justement, les champions, on les a vus également backstage dans un autre segment d'interview. Ryder et Hawkins hein, qui voient la menace arriver. Sauf qu'ils ne semblent pas impressionnés pour le moment. Ils sont gros, ils sont forts, ils sont grands, ils sont méchants. Mais eux, c'est les vétérans et ils ont l'avantage et ils vont leur montrer très rapidement. Donc voilà, toutes les tag teams ont été un peu montrées cette semaine. Et on se rend compte que finalement, on a 4-5 équipes quand même et qu'il y a moyen de faire quelques jolies choses peut-être à Raw. Alors, est-ce que tu as été séduit, toi, cette semaine? Ouais, bah écoute, c'est un peu la confirmation de la semaine dernière. Team Division, elle s'annonce assez sympa là, dans cette saison 36 à Raw. Et ça manquait terriblement dans le show rouge, donc là c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que ça s'agite dans tous les sens et qu'il y a plusieurs équipes qui s'y collent. Bon, l'arrivée des des Usos à Raw, c'est clairement une excellente nouvelle pour le show rouge. Donc ils commencent d'entrer avec une rivalité avec les Revival. Ça va se tourner autour. Là. De toute façon, les Revival avec Zack Ryder et Kurt Hawkins. Donc tout ça, c'est un peu attendu. Et après, il y a cette affaire des Viking Raiders, comme tu dis. Et ben, les Viking Raiders, c'est quand même assez cosmique, comment ce traitement de ces deux gars-là, quoi. À qui on a changé les prénoms, à qui on a changé Ouais. la première fois, rechangé le nom une deuxième fois. Finalement, ils rentrent, mais ils font pas de match. Ils se contentent de démolir des mecs. Tu vois, je pense que les Viking Raiders, on va les retrouver dans la title picture de la tag team super vite, hein, en fait. Hein. Je crois qu'ils vont les monter en puissance à fond. Là, je crois qu'ils vont être pushés Ouais, je pense. de là. Hein. Je crois que là, je pense Je qu'on va pense se qu'à retrouver. mon avis, ouais, Ryder et Hawkins, ils ont du souci à se faire. Ils vont vite laisser la place à ce qu'on devine déjà comme étant le futur trio très dominant. Hein. C'est les Usos, les Revival et les Viking Raiders qui devraient faire la loi là, sur les prochains mois à Raw. En sachant que quand Sheamus reviendra de blessure, il y aura The Bar qui sera à nouveau compétitif. Probablement. Ouais, ouais. Ça confirme ce qu'on a dit la semaine dernière, les amis. La tag team division à Raw va beaucoup mieux. Et, Beaucoup. est-ce que la tag team, alors la tag team division va mieux. Est-ce que par contre, est-ce que la division féminine va mieux? Rien n'est moins sûr. Cette semaine, il s'est passé quelques petits trucs, mais bon, écoute, on va voir ce que t'en penses. Alors, on a eu un match complètement anecdotique et assez curieux me concernant. Vraiment, je me gratte la tête avec ce genre de booking, puisque nous avions Naomi qui affrontait Billie Kay. Alors voilà, on sait que la semaine dernière, les Iconics étaient de sortie à Raw et avaient affronté une association de circonstances avant le shake-up, puisque Naomi venait d'arriver à Raw, s'était alliée à Bayley pour affronter les Iconics. Bayley qui le lendemain allait partir à SmackDown, donc c'était vraiment une association de circonstances. Malgré tout, ils avaient donné une victoire à ces deux gentils assez inexplicables sur les Iconics.
Bah, donc cette semaine, Naomi et Billie Kay, venaient un petit peu remettre ça et rebelote, les Iconics perdent, contre, quelqu'un, sans programme, dans un match complètement anecdotique de à peine, 2 minutes, sur un sunset flip, variante de petit paquet, de Naomi. Bah, écoute, ouais, donc les Iconics, qui paradent avec leur ceinture, mais qui n'ont jamais, paru aussi faibles probablement là avec, coup sur coup, des défaites qui s'enchaînent. Moi ça m'a pas plu du tout ça. Ah ouais, bah, c'était le néant, hein. C'était le néant. Ouais. C'était le néant ce segment. Voilà, Puis le c'est curieux en fait, je comprends pas l'objectif en fait, c'est mmh, bah, l'objectif, tu sais quoi? C'était du remplissage. Pour faire patienter en attendant le deuxième triple threat, quoi. ouais, ouais, d'accord, mais du coup, remplissage, est-ce qu'on peut pas les faire gagner en trichant? Est-ce qu'on peut pas éviter de voir les championnes par équipe se faire, parce que finalement, voilà, elles ouvrent leur clapet là, chaque semaine, mais finalement, c'est pas très menaçant, hein. Il y a pas de Ça fait, elles deux perdent à chaque fois. ça fait 2 lundis de suite, voilà, où elles perdent Mmh, systématiquement en plus, quoi. Donc c'est les mmh. championnes et elles sont en train d'évaluer un peu le titre en perdant systématiquement, quoi. Ça devient Ouais, c'est pas tu vois, c'est pas terrible pour la ceinture d'avoir des championnes aussi peu dominantes, quoi. non, ça me plaît pas beaucoup, ça me plaît pas beaucoup tout ça. Et un autre truc qui m'a pas plu, même s'il y avait quand même des morceaux de positifs dedans, c'est, bah, écoute, il y a une petite promo, Becky Lynch, Becky Two Belts, Becky Balboa, qui a les 2 ceintures. Alors, bah, elle est à tous les shows, hein, depuis WrestleMania, elle fait Raw et SmackDown non-stop et donc ça n'a pas dérogé à la règle. Becky Lynch qui est venue faire une petite, promo, à propos de, sa nouvelle challengeuse pour le titre rouge, Lacey Evans qui a battu Natalya la semaine passée pour s'octroyer ce droit. Donc bah, Becky Lynch, hein, voilà, vient faire une petite promo. Alors quelques punchlines évidemment assez sympas, hein. Elle dit que elle a fait carrière, hein, dans foutre des tartes à des grandes blondes, grandes teintures blondes qui essayent de faire des ronds de jambes en coulisses pour avoir les faveurs du management. Donc évidemment, on comprend, hein, qu'elle fait toujours référence à son éternelle rivale Charlotte. Lacey Evans là-dessus bah, arrive toujours avec sa tenue, hein, sa robe, ses talons, son petit chapeau, ses gants, et qui lui fait une promo très très hautaine, hein, très très maniérée, qui lui dit écoute, tu m'as l'air bien énervé, Becky. C'est caractéristique d'un homme, ça m'étonne pas que tu te surnommes The Man. J'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, c'est caractéristique des hommes. Vous savez pas vous contrôler. Alors qu'une vraie lady, une vraie femme de la haute, sait contrôler ses émotions en toutes circonstances. Lors de leur prochaine rencontre, elle va lui apprendre le respect, justement, et le self-control avec un woman's right. Donc, c'est son finisher, hein, le finisher du Big Show. C'est une grande patate dans la tronche. Euh, Là-dessus s'enchaîne le match qui était prévu, puisque Becky Lynch devait affronter Alicia Fox ce lundi. Et alors là, on a eu 8 minutes d'une pénibilité terrible me concernant, puisque c'est vrai que Alicia Fox, bon, c'est une vétérane, ça me fait plaisir qu'elle soit encore là, parce qu'elle sait faire des choses, mais là, dans des matchs de 8 minutes comme ça, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc là, ça a été un festival de botch et de mouvements vraiment un peu crado. Et finalement, Becky Lynch finira par gagner sur un disarmer au bout de 8 minutes. Alors moi, voilà, je comprends pas pourquoi Becky Lynch met 8 minutes pour battre Alicia Fox, mais bon, c'est comme ça. Et juste à peine Alicia Fox abandonnera sur le disarmer que Lacey Evans rentre dans le ring et colle un woman's right dans la face de Becky Lynch, puis un second pour bonne mesure, pour marquer son territoire. Donc voilà, Lacey Evans qui marque Raw de son empreinte, mais la division féminine qui ne leur a peut-être pas laissé un souvenir impérissable cette semaine à Raw. Non, c'est clair. Mais même si j'ai trouvé, pour le coup, bah, les Suns plutôt pas mal ce lundi. Ouais, moi aussi. Mm. Beaucoup mieux que depuis tout ce qu'on avait eu depuis le début. Donc j'ai trouvé que c'était son meilleur passage à Raw, tu vois, Ouais. depuis un moment, quoi. Écoute, je suis d'accord. Et que donc du coup cette fin était plutôt pas mal, hein. Mm. Le match, ça a été une catastrophe, mais ça, oh, ah ouais, un botchamania, hein, là, c'était Ouais, clair. Oh là 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 là, Alicia Fox, compliqué, hein. au Rumble, elle avait été catastrophique aussi. Ouais.
Et En fait, moi, je comprends pas parce que on le sait. Enfin, c'est un peu la faute de. C'est pas que la faute d'Alicia Fox et de Becky Lynch et tout. Moi, j'en veux aussi aux mecs les road agents qui enfin, qui écrivent ce match et qui se disent on va filer 8 minutes de combat disputé alors qu'ils savent que c'est pas tenable. ouais, et puis ils Com- savent surtout que bah, pour le coup, Alicia Fox est pas dans une forme. Moi, je l'ai trouvé vachement amaigrie et tout ça. Oui, c'est Et, vrai. Ouais. Mm. et puis voilà, elle n'était pas au niveau là. Elle n'était pas au niveau. Franchement, les 8 minutes n'étaient pas au niveau. Et du coup, Becky, bah, elle a ramé. Parce que Becky, elle n'est pas forcément toujours fluide non plus, quoi. Mais Becky, elle est pro. Donc, mais Fox, elle y était pas. Elle y était carrément pas. Là, vraiment, ils sont passés complètement à côté. Et du coup, ça, bah ouais, t'arrives pas à être dans le match dans ces cas-là, quoi. Autant, Ouais, c'est compliqué. autant le public avait bien réagi à la promo hein, de Becky, donc ça c'était plutôt. Moi, j'ai trouvé que c'était un segment plutôt pas mal, sa promo. Ouais, c'était sympa. Le public était bien dedans et tout, donc du coup, c'était plutôt sympa, l'histoire de régler les dettes avec Lacey et tout ça. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Mais Alicia Fox a fait son entrée, même son entrée, Alicia Fox, elle se passe dans une indifférence absolue. Oui, Et complètement. le match qui en découle derrière, c'est la totale. Donc finalement, ce segment, il est sauvé par la fin grâce à Lacey Evans qui vient mettre de droite de bonne aloi, ma foi. Non, mais je suis d'accord avec toi et je trouve qu'elle a été très très convaincante cette semaine. J'aurais été pas loin de lui filer mon top presque s'il n'y avait pas eu un segment encore plus fou dont on parlera plus tard. Mais Lacey Evans me fait vraiment une bonne impression. Alors évidemment, j'attends de voir ce que ça va donner lors du rendez-vous au sommet entre les cordes, hein, parce que c'est au final bien ça qui compte. Mais voilà, je trouve qu'elle campe bien son personnage, elle l'incarne totalement. Elle respire vraiment son personnage, tout dans ses manières, dans ses intonations. On sent que c'est une gimmick qu'elle maîtrise complètement. Et du coup, bah, ça fonctionne. Moi, ça marche bien. Je trouve elle a vachement de charisme là dans ce personnage qu'elle campe. Et du coup, les échanges entre elle et Becky Lynch m'enthousiasment pas mal. Donc c'est vrai que j'espère que ça va être suivi d'effets entre les cordes. Parce que ça peut être une rivalité vraiment cool. Ouais, on verra Euh, ce que donnera. Moi, je ferai, on va dire, Evans à l'aune de son premier combat en pay-per-view, quoi. Bah oui, c'est sûr, c'est Et là, sûr, c'est sûr. là, on pourra discuter. Allez, on va continuer et presque terminer avec ce qui a été le main event de la soirée, mais on va en parler avant de finir sur un autre segment, puisque bah, donc le main event, si vous avez bien suivi l'émission, c'est AJ Styles contre Baron Corbin, number one contenders match pour le titre universel, qui ira défier Seth Rollins à Money in the Bank. Et bah écoute, sans trop de surprise, c'est bien évidemment AJ Styles qui l'emporte au bout de 13 minutes. D'un match un peu inégal, il faut reconnaître que c'est toujours un peu compliqué les matchs de plus de 10 minutes de Baron Corbin solo. On l'a mentionné lors du triple threat un peu plus haut dans l'émission. Beaucoup plus à l'aise dans les stipulations à plusieurs ou les stipulations sans disqualification. Dans un match un peu carré, ça reste un petit peu mou du genou. Mais bon, écoute, il a donné quand même une réplique assez correcte à un AJ Styles qui, lui, pour le coup, bah, écoute, j'ai trouvé assez en jambes. AJ Styles, depuis un petit moment à SmackDown, il était un petit peu en retrait au niveau du in-ring. Tu sentais qu'avant WrestleMania, il y avait peut-être un peu moins de motivation, je ne sais pas. Mais bah là, en 2 matchs, il a remis les pendules à l'heure. Il a fait plutôt une prestation de patron, j'ai trouvé. Je sais pas si tu as eu ce sentiment-là, mais en tout cas, j'ai trouvé voilà, qu'il était en grosse forme et que ça faisait un beau vainqueur et un très beau challenger pour Seth Rollins, qui d'ailleurs n'a pas manqué évidemment de sortir après le match pour venir confronter son futur challenger. Ils se sont serrés la main en bon face qu'ils sont. Et maintenant, bah, on attend les joutes verbales jusqu'à Money in the Bank. Ouais. Bah écoute, si on m'avait dit il y a 3 mois d'euros, pardon, que le main event d'Euro, ça serait un AJ Styles versus Baron Corbin, j'aurais été très très Euh, Après, le match était pas trop mal. Et après, comme tu l'as justement souligné, le problème de Corbin, c'est justement le 1 contre 1. Dès qu'il est dans des matchs à 3, à 4, à 5, à 6, je pense au Money in the Bank match, il est plutôt à l'aise. Par contre, c'est vrai qu'en 1 contre 1, bon, moi, j'ai jamais été un grand fan de Baron Corbin, mais
en un contre un entre les cordes, c'est dur, quoi. Ouais, Et c'est vrai qu'il y a des moments un peu longs. heureusement qu'il avait un cadre de la discipline en face de lui, voilà, vétéran et qui gère tout le truc, quoi. Mais bon, le match est clairement porté par AJ Styles. J'ai envie de te dire, heureusement qu'AJ Styles gagne le combat, quoi. Ah Parce que oui, oui. celui qui porte le combat, c'est AJ Styles, c'est pas Baron Corbin. C'est un peu, si tu veux, c'est ça son problème à Baron Corbin en un contre un, c'est que c'est un gars en un contre un qui est pas capable de porter un combat. Alors que Non. quand il est dans un match à plusieurs, il a pas cette pression-là qui repose sur ses épaules. Ouais. En un contre un, voilà, ce gars, pour moi, ça prouve un peu ce côté moyen de ce catcheur-là qui, Bah, voilà, il a le défaut de ses qualités et la qualité de ses défauts, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi avec Baron Corbin. C'est vrai que voilà, il sait se faire détester. Il a, quoi qu'on puisse en penser, euh, le plus- personnage, il le tient. plutôt un bon personnage. Donc en fait, il est assez utile dans des matchs comme ça parce que c'est vrai que il fait un bon méchant de main event sur lequel tu aimes voir le gentil s'essuyer les pieds, quoi. Donc c'est vrai que il est utile dans ce sens-là parce que voilà, il fait le taf quand tu as besoin de mettre un peu over en fin d'émission le gars que tu veux pousser. Et ben tu lui fais 10 minutes contre Baron Corbin. De toute façon, Baron Corbin, tout le monde le déteste. Il est grand, il est baraque, il a 2-3 moves impressionnants. Son Deep Six, son End of Days et son petit slide sous le turnbuckle avec son voilà, il a 3-4 moves qui sont sympas. Donc du coup, voilà, c'est un peu le grand méchant que tu peux ressortir quand tu veux. Donc il est bien dans ce rôle-là. Mais en même temps, quand tu as dit ça, bah t'as un peu tout dit. Voilà, c'est aussi un méchant un peu générique. Donc forcément, il sera jamais flamboyant et il va jamais t'émerveiller, quoi. C'est aussi ça son problème, quoi. Mais bon, Mais du coup, ça nous fait un AJ Styles vainqueur et ça nous oui. emmène quand même sur un match à Money in the Bank Ah, qui, ah, quand même, ah, AJ Styles, Seth Rollins, quand même, là, moi je dis ah, miam. ah, ah, ah oui, Je dis là, miam. ça va chier. Alors, évidemment, il reste 4 semaines avant Money in the Bank, donc de toute façon, je pense qu'on ne va pas échapper au fait que l'un des deux va turner. Je pense, Ah, tu vois, toi. moi je crois, si tu veux, le combat se serait passé dans une semaine ou 10 jours, bon, j'aurais hésité. Hmm. Et moi, j'ai bien envie de te dire qu'il y en a un des deux qui va tourner heel avant Money in the Bank, quoi. Et je Ah pencherais ouais, pour AJ Styles. d'accord. Euh, je suis pas certain de ce que je ne dirais pas que c'est un spoiler, je dirais que c'est une prédiction. Mais je verrais bien AJ Styles tourner, ouais, pourquoi pas, ouais. D'accord, ah, c'est la grosse cote tentée par Chris cette semaine. Ouais, parce que Vince McMahon, il aime pas hein, les face contre face. C'est arrivé très très rarement. Il y a eu des exemples, il y a eu des précédents de face contre face pour des titres, mais clairement, c'est pas quelque chose qu'il affectionne le VKM. Donc, je serais pas étonné qu'on ait un des deux qui turn d'ici là, quoi. Mais Ok. sur la fiche en elle-même, miam, 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 miam. Il a Seth Rollins et Jesta. Écoute, est-ce que c'est déjà arrivé déjà depuis que Ah non, 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 d'ailleurs, je crois avoir vu un tweet de Seth Rollins disant que voilà, ça faisait 15 ans qu'il attendait ça. je crois Euh, donc non, 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 il me semble pas. que même à la Ring of Honor, ils se sont même pas croisés, ils ont pas catché en même temps à la Ring of Non. Honor, je crois. Et donc en fait, vraiment AJ Styles, Seth Rollins, ça pour le coup, va vraiment être une affiche totalement inédite. Et là, moi, en tout cas pour le coup, voilà un truc sur lequel je suis tout à fait satisfait dans la course au titre. Et puis c'est signaler que voilà, Seth Rollins c'est le champion universel et c'est cool. On a de la rivalité pour le titre majeur de Raw et ça fait plaisir. Tu vois, Et oui, on a et eu un oui, ça fait plaisir. match, on a eu le champion qui est là, tu passes plein de choses pour le WWE Universal. Enfin, Ça change, hein, ça fait plaisir. Ouais, ouais, c'est sûr. Et change. puis, bah, c'est vrai que quand on avait vu AJ Styles arriver à Raw, bon bah voilà, ça faisait partie de la shortlist des affiches de rêve qui s'étaient créées grâce au Shake-Up. On pensait peut-être pas l'avoir aussi vite, cette affiche. AJ Styles contre Seth Rollins, mais c'est sûr que là, rares sont ceux qui vont bouder leur plaisir parce que bah, ça promet d'envoyer du très, 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 très lourd. Turn ou pas turn, je fais confiance en tout cas aux deux hommes, il n'y a pas de souci. Écoute, grosse cote qu'on va suivre, hein, ce turn d'AJ Styles, est-ce qu'il va passer du mauvais côté de la force à suivre, affaire à suivre, on saura ça. Mais on va finir cette émission sur un segment qui justement, il y en a un, est-ce qu'il est du bon ou du mauvais côté de la force? On ne sait pas. C'était le segment un peu what the fuck ou le segment génial.
ou peut-être entre les deux, je ne sais pas. Tu vas donner ton avis. Je suis encore un peu tout tourneboulé par ce segment. Donc, on a eu enfin la révélation qui était derrière ces promos cryptiques de jouets possédés dans des caves sombres remplies de fumée. Là, ces trucs, des marionnettes très étranges. Bon, on s'en doutait. On savait un petit peu tous que probablement que c'était l'affaire de Bray Wyatt. Eh bien, c'était en effet l'affaire de Bray Wyatt, mais pas du Bray Wyatt qu'on connaissait, puisque on a eu affaire cette semaine à un segment tout droit tiré d'une émission pour enfants, dans un décor de télévision des années 80-90, L'île aux enfants, Casimir et compagnie, là, tout coloré, ça pétait de partout, et un Baron Corbin en petite chemise bien rentrée sous un pull rouge en col en V, tout propre sur lui, rasé, alors pas complètement, mais voilà, quand même un peu rasé, les dreadlocks en arrière, le visage illuminé. Alors il avait un teint, voilà, superbe teint, très bonne mine, Bray Wyatt, souriant. Beaucoup de kilos perdus, hein, il a fait un gros boulot physique, j'ai l'impression, Bray Wyatt. Mais toujours est-il que donc, c'est un Bray Wyatt nouveau qui nous arrive, et puis alors qui accueille un petit peu à la façon d'un show pour enfants, un show pour les maternelles. Il nous dit voilà, bienvenue dans, alors comment il appelle ça, la Firefly House, Toy House, ou un truc comme ça, je crois, enfin la maison de jouets des Lucioles. Et alors, voilà, il nous explique que bah, il a subi une thérapie un petit peu, hein, voilà. Il nous dit mes péchés, mon passé, mes démons ont été corrigés brutalement. Ah, et il dit voilà, brutalement corrigés. On sent que il a pris peut-être une période de réhabilitation un peu violente. Et donc voilà, il dit que c'est un homme nouveau, que bah, maintenant il est venu avec toutes ces gentilles marionnettes. Alors tu vois toutes ces marionnettes horribles qui sont là tout autour avec des noms un peu bizarres. Et puis bah voilà, il nous explique que c'est un nouvel homme qu'il est maintenant soigné, guéri de ses maux. Et puis d'ailleurs, pour nous le montrer, il va faire un acte fort. Et puis alors, on le voit prendre une tronçonneuse. Mais alors, il a un regard quand même qui est assez particulier pendant tout le segment, des yeux exorbités qui fixent la caméra d'un mec qui clairement n'a pas l'air d'aller très très bien. Il prend sa tronçonneuse, et puis alors là, on voit la silhouette de son ancienne gimmick, hein, du Bray Wyatt barbu, gourou, sombre, une silhouette en carton. Et puis alors là, il prend la tronçonneuse, il le découpe en deux en rigolant, complètement possédé. Donc voilà, c'était le segment complètement what the fuck d'un nouveau Bray Wyatt qui a l'air mi-psychopathe, mi-animateur de show pour les moins de 5 ans. Moi, personnellement, j'ai adoré parce que je vois un énorme potentiel dans cette gimmick qui m'a l'air complètement unique et barrée. Est-ce que tu as été séduit, ou est-ce que tu es resté à la case qu'est-ce que c'est que ce nanar qu'ils sont en train de nous servir là? Bah, au début, j'étais plutôt dans le fait de ouais, qu'est-ce que c'est que ce nanar? Dans ambiance Nickelodeon, tu vois, je me Oui. suis retrouvé à regarder Dora avec ma fille il y a 8 ans en arrière, tu vois, ou 12 ans en arrière. Et enfin, c'était très, très, très étrange, très, très, très étrange. Ah oui, Après, en plus, le Bray Wyatt, il a changé de coupe, il a taillé sa barbe, il est beaucoup plus fit aussi, hein. ouais, Je l'ai trouvé amaigri, très fit, ouais. peut-être même plus musculeux au niveau des bras, je l'ai trouvé, mais Ouais, ouais, il a fait un gros boulot sur le haut du corps là, les bras et les épaules et tout là, c'est ouais, ouais, je l'ai trouvé assez transformé physiquement quand même, hein. ouais, Et complètement. tu veux, si c'était resté que sur le début du truc, j'en serais resté à l'idée du oh là là, c'est du nanar à mort là. Et puis en fait, bah justement, à partir du moment où ça a commencé à partir en vrille avec la tronçonneuse, avec son ancienne image et tout ça, et j'ai trouvé que là, pour le coup, ils avaient trouvé un truc un peu intéressant. Et finalement, il y a une espèce de truc entre le présentateur d'émissions pour enfants et le tueur en série, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, tu sais pas, ouais, tu sais pas trop. T'as l'impression d'avoir un mec qui peut péter un câble d'un moment à l'autre, et je trouve Oui. que c'est assez stylé. Tu dis, mais il va faire quoi? Il va accueillir des enfants sur son plateau et puis en fait, finalement, il va les échanger. Ouais. Il présente ses gants avec marqué Hurt et c'est quoi l'autre? Il y a marqué Et quoi? heal, en fait, il y a blessé et soigné en fait sur chacun de ses gants. Ouais.
Laisser soigner, qui est, je sais pas Ouais, si c'est un hommage au film de Robert Mitchum, mais je sais pas. je sais pas. En fait, si tu veux, il y a plein de pistes, on sait pas, il y a plein de trucs qu'on sait pas, en fait, qu'on peut pas comprendre, je pense, en un seul, en une. Non, oui, c'est ça, il faut qu'il pose son personnage. Et de toute façon, il nous a dit à la semaine prochaine, donc on va le revoir. Je Oui, pense que là, on va le voir pendant quelques lundis de suite, voilà, à faire des pastilles, tu vois, dans différents shows. Et on va voir où ils vont mener son personnage. ah Et ouais, moi, ouais, ouais, ouais. j'ai J'aime beaucoup. Je peux pas te dire, moi je suis pas dans l'adoration, je trouve pas ça génial, mais je trouve que c'est une manière intéressante de faire un repackaging avec Bray Wyatt, qui est tellement marqué par ce personnage, par son personnage de la Wyatt Family, etc., que c'est vachement difficile de repackager un catcheur comme Bray Wyatt. Ouais, c'est très compliqué. En fait, Finalement, c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant. Alors après, moi, je suis d'accord, parce que là, j'en fais un peu des caisses pour le geste, mais je suis pas non plus dans l'adoration et je hurle pas au génie. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, je vois énormément de potentiel dans une gimmick qui est vraiment inédite et totalement barrée. Et je fais, en plus de ça, je fais vraiment 2000% confiance à Bray Wyatt pour lui-même mettre 2000% dans cette gimmick. Je sais qu'il va y aller à fond. Et du coup, il y a moyen qu'il le fasse réussir, ce truc-là. alors, Ouais. le Firefly Funhouse, là, est-ce que tu penses pas que ça pourrait aussi peut-être être le début d'un clan, parce que quand même, il présente la sorcière, il Oui, présente Buzzard, tu vois, il fait des références à la Wyatt Family quand même, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et alors évidemment, Harper est plus là, Rowan est plus là, mais est-ce qu'il va peut-être pas y avoir un ou deux catcheurs qui vont venir s'agglomérer autour de Bray Wyatt aussi? Écoute, ce serait peut-être une belle solution pour réutiliser Eric Young qui a été transféré à Raw et qui n'aura probablement rien à faire, puisque voilà, on sait que c'est un habitué de ce genre de repackaging aussi. Qui sait, peut-être que la poupée, ça pourrait être Nikki Cross. Ça pourrait être amusant, ouais, qui nous refasse une sorte de nouveau clan, mais, euh, mais avec une nouvelle ambiance, cette ambiance malsaine, là, malaisante, qui flottait pendant tout ce segment, de se dire ok, il nous dit qu'il est soigné, mais j'ai quand même l'impression qu'il a envie de me bouffer les yeux avec une petite cuillère. C'est quand même très étrange ce qu'il est en train de faire. Ah, Et ouais. il a installé, pendant le segment, il installe un malaise en fait. Ouais, Le malaise, si tu veux, j'arrivais pas à me dire, c'est est-ce que je suis mal à l'aise parce que c'est du nanar, ou est-ce que je suis mal à l'aise parce que en fait il est en train de tourner complètement un truc tout bizarre là, et qu'en fait mais c'est un psychopathe quoi. ouais, c'est ça, exactement. Et je pense que tu mets le doigt dessus sur le truc qui rend ce segment, en tout cas, enfin moi en tout cas, qui m'a plu, qui rend ce segment assez stylé. C'est ça, c'est ce jeu d'acteur qui arrive finalement à te, l'espace de 2, 3, 4 minutes, te faire passer outre ta première impression qui est non mais what the fuck, qu'est-ce qu'ils ont fumé, à euh, waouh, il a l'air complètement siphonné, qu'est-ce que c'est que ce mec, et puis bah, finalement c'était ça l'objectif. Il m'a fait marrer. Donc voilà. Il a les yeux tout exorbités et un truc Ah avec, ouais. c'est plusieurs fois quand il parle et tout, il a avec il fait ses Il est au espèces. bord d'exploser de rire et tout, ouais. Ouais, on se dit, c'est pas possible, ou il va rire et puis il Ouais, va. ouais. En fait, non, bah écoute, Ouais. euh, Ça a l'air d'être une bombe à retardement, en fait. C'est vraiment, t'as l'impression que le psychopathe en lui est au bord d'exploser à tout moment. Et je trouve que c'est vraiment assez sympa. On va voir comment il va nous retranscrire tout ça dans le ring et comment est-ce qu'il va réussir à nous raconter son histoire sur les prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite surprise de cette émission. Bah, ça nous amène au mot de la fin, Chris, pour cet épisode de Monday Night Raw. Ton top, ton flop et ta note, comme tu sais si bien faire. eh ben, écoute, mon flop, il va aller à la division féminine. Donc Allez, bim. que voilà, les deux matchs ont été vraiment très mauvais, quoi. Vraiment, vraiment, enfin, vraiment, vraiment très mauvais. Et c'est pas. Après, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Lacey Evans a un peu sauvé le segment où il y avait Becky qui était là, quoi, sur son intervention de la fin. Mais très franchement, le traitement. Alors évidemment, on donne le flop comme ça à la division féminine, c'est pas forcément aux catcheuses. Encore une fois, c'est les bookers derrière, qu'est-ce qu'ils font, quoi. On se demande un petit peu, quoi. C'est en sous-jacent, il y a toujours le fait des bookers. Qu'est-ce que font les bookers derrière quand il y a des conneries comme ça qui sont faites? Et donc voilà, donc et ben c'est tombé sur les filles cette semaine à Raw. Donc voilà, mon flop va à la division féminine sur ce weekly.
Mon top, bah écoute, il y a plusieurs trucs qui m'ont plu. Alors c'est compliqué mon top, hein, de donner un top. Je vais le donner. Oh là là, c'est difficile les amis là de faire un choix. Écoute, le top, eh ben je vais le donner au retour du titre universel à Raw. Voilà. Ah, ça fait plaisir, hein. En fait, si tu veux, je crois que ce qui m'a plu dans cet épisode, ça a été que quand j'ai éteint Raw à la fin, tu te dis, bah voilà, le main event, ça c'est fini avec le titre, voilà, la rivalité du titre majeur, ça en est là. Le titre majeur, il est central dans le weekly. Moi, ça me plaît bien. Voilà, il y a la mid-card au milieu, le titre US, les tag teams, le machin, etc. Et mais bam, à la fin, bam, on t'envoie du number one contender, du match pour le Universal title. Voilà, moi, c'était ça que j'attendais depuis des mois et des mois et des mois, que le titre majeur soit présent à Raw. Ce qui était l'énorme qualité de SmackDown depuis des mois Évidemment. et des Ouais. mois. C'est qu'à SmackDown, on a toujours eu le titre WWE dans la balance dans chaque weekly. Et ça manquait énormément à Raw. Et bah là, tu vois là, New Era. Et ben cette semaine, on a attaqué un Raw avec le titre universel mis en valeur. Et ça, voilà, ça sera mon top. Et ma note, eh ben, je vais mettre, s'il n'y avait pas eu tout ce truc-là avec les filles, machin, etc., j'aurais peut-être mis un 3,5. Je suis quand même content du Seth Rollins et Jay Styles que ça a booké au final ce Raw. Je vais mettre un 3,5. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, Ça me fait allez. plaisir. Comme ça, tu n'es pas trop loin de ma note. Parce que ma note, c'est 3,75. Ah ouais, Je ne peux pas aller sur le 4 parce que c'est vrai qu'il y a trop de longueur. Raw, c'est compliqué de faire un épisode qui mérite 4 parce que voilà, il y a tellement de. Il y a toujours un petit peu de segments un peu mous, voire carrément inintéressants. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir et tu vois, ton top quand tu parles de retour qui fait plaisir, de la ceinture, ça résume bien en fait le sentiment que j'ai eu au cours de cette émission. C'est que c'est des épisodes qui te réconcilient avec Monday Night Raw. Je trouve que ça fait du bien. Certes, il y a des temps faibles, mais on revoit un champion avec sa ceinture à plein temps, une effervescence autour de lui, un nouveau challenger, des beaux matchs, une mid-card qui marche, une tag team division qui va marcher, l'arrivée peut-être d'un nouveau gimmick révolutionnaire. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui m'ont plu dans cette émission. Donc malgré les lenteurs, 3,75, c'est ma note. Mon top, je ne reviendrai pas dessus, vous l'aurez compris, mais j'ai été vraiment enthousiasmé par ce segment de Bray Wyatt qui promet énormément. J'espère en tout cas ne pas être déçu, mais ce sera mon top. Je tire mon chapeau de le voir s'investir autant dans un truc aussi casse-gueule. Il n'y a que lui pour réussir ce genre de choses, donc allons-y gaiement. Et mon flop c'est facile, mais c'est les femmes également. Mais moi, plus particulièrement, c'est le traitement réservé aux Iconics qui me questionne. C'est-à-dire que elles ont quand même pris le titre à WrestleMania, donc c'est pas censé non plus être une équipe juste de rigolade. Certes, elles ont ce profil d'équipe voilà, de filles insupportables que tu as envie t'as envie de voir perdre tout le temps parce qu'elles sont insupportables et elles sont là que pour dire des conneries avec leur petite voix aiguë. Mais c'est pas comme ça que tu vas construire, en tout cas, une future défense de titre enthousiasmante si jamais tu les fais perdre toutes les semaines, de manière en plus complètement anecdotique et facile. Donc voilà, c'est mon flop. Vraiment, je ne comprends pas. Et ben, on a fait le tour. Alors, c'est l'heure de l'autopromo, exercice dans lequel j'excelle, parce que généralement, j'oublie toujours quelque chose. Donc, vous pouvez nous suivre, chers auditeurs, chers peuples de Catch-Up, sur les réseaux sociaux, à commencer par Facebook, @CatchUpCDC, également sur Twitter, @CatchUpCDC. Vous pouvez nous suivre sur tout ce qu'Internet compte de plateformes de podcasts audio sur iTunes, sur Spotify, sur PodCloud. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre des pouces, des étoiles dès que vous pouvez. Ça nous aide, ça nous fait plaisir. Et pour les commentaires, on se fera une joie d'y répondre. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre pour venir discuter avec nous sur le canal Discord. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça nous fait plaisir de réagir avec vous sur Discord et à partager les petites news du moment pendant la semaine entre les podcasts. Donc voilà. Merci à toi, Chris, pour cette participation. merci à toi Giscal. Parfait. Et Hâte de puis, faire un show sympa. ouais,
C'était sympa comme tout et on espère que ce sera aussi sympa ce soir, en tout cas à l'heure à laquelle on enregistre ce soir pour SmackDown. Et que, bah écoute, on vous donne rendez-vous pour l'épisode de SmackDown cette semaine. Et puis bah, jusque-là, on vous souhaite à tous une bonne semaine pleine de catch. Allez, ciao ciao tout le monde. Salut Giscal, salut peuple de Catch-Up, à bientôt.